commencer par partager l'écran et je veux avant tout vous féliciter, hein, féliciter Réma pour cet esprit de formation continue que vous entretenez, non seulement envers les collègues béninois, mais aussi à l'international, puisque vous êtes suivis un peu partout dans le monde et je vous en félicite. Euh, J'essaie de retrouver sur mon écran de mon PowerPoint. Je vais fermer un peu. Je vais fermer un peu les choses pour pouvoir retrouver plus facilement l'écran. Ah, non. Alors, j'essaie de retrouver mon écran pour le partager. Non, pas celui-là. Voilà, je le retrouve. Désolé pour le temps de latence, mais c'est bon. Voilà, donc j'espère que vous voyez mon écran. Oui, il suffit de Je le mettre mets en en mode diaporama. diaporama. Voilà. Oui, c'est parfait. Voilà, donc c'est bon. Vous Oui, c'est recevez bon. et vous voyez bien mon écran. C'est le cas. Euh, Parfait. Donc, c'est pour moi un vrai plaisir de vous parler ce matin de la maladie ulcéreuse gastrique et duodénale, diagnostic, traitement. J'ai pour cela fixé quelques objectifs pédagogiques. Il s'agira de pouvoir définir la maladie ulcéreuse gastrique et duodénale, en abrégé MUGD, décrire le diagnostic positif de la MUGD, argumenter le diagnostic différentiel de la maladie ulcéreuse gastro-duodénale et énoncer les principes du traitement de la maladie. Alors, pour ce faire, nous allons suivre un plan si affiché, à savoir d'abord une introduction, ensuite des éléments de généralité. En deuxième point, nous aborderons le diagnostic. En troisième point, nous allons traiter la maladie ulcéreuse gastro-duodénale, puis conclure. En introduction, la maladie ulcéreuse gastrique et duodénale, encore appelée maladie de Crevallier, est une affection chronique fréquente en hépatogastroentérologie. Ce diagnostic-là est, dans notre contexte, souvent attribué à tort à toute douleur épigastrique, ce qui occasionne une automédication abusive et un recours à des traitements traditionnels d'efficacité non prouvée. Après ce propos introductif, abordons des généralités par la définition. Alors, la maladie ulcéreuse gastrique et duodénale est une affection chronique se manifestant par une douleur épigastrique évoluant spontanément par poussée entrecoupée de rémission et caractérisée par une perte de substance de la paroi gastrique ou duodénale allant de la muqueuse à la musculeuse
et reposant sur un socle fibreux et sans cellules malignes. Nous retenons donc de cette définition qu'il y a une perte de substance de la paroi gastrique ou duodénale qui atteint en profondeur la musculeuse et le fond est fibreux et il n'y a pas de cellules malignes. Le sujet ainsi défini présente un intérêt que nous aborderons en 4 points. L'intérêt est d'abord d'ordre épidémiologique. En effet, il s'agit d'une affection fréquente, mais dont la fréquence est en diminution. Ainsi, une fréquence de 30,4% en milieu hospitalier avait été rapportée à Brazzaville et une fréquence de 10,9% à Bamako. Au Bénin, notre dernière publication en 2015 sur la maladie ulcéreuse avait relevé une prévalence de 7,3% à Cotonou. Il faut dire qu'une étude plus ancienne de 2005, donc 10 ans auparavant, avait rapporté 2 fois plus de fréquence, à savoir 16,6%, d'après notre maître le professeur Serrault. Sur le plan de l'âge et du sexe, toujours d'après nos données, l'âge moyen de survenue de l'ulcère duodénal est de 38 ans, tandis que celui de l'ulcère gastrique est autour de 58 ans. Donc, l'ulcère gastrique atteint des sujets un peu plus âgés que l'ulcère duodénal. Sur le plan de la répartition par sexe, on note une prédominance masculine dans les deux cas. Une prédominance masculine qui est un peu plus marquée pour l'ulcère duodénal, donc une sexe ratio de 3,8% versus 2,5% pour l'ulcère gastrique. L'intérêt est aussi d'ordre diagnostique. En effet, il faut disposer d'une endoscopie œsogastro-duodénale pour faire le diagnostic, mais il faut dire que cet examen fait défaut dans nombreux de nos centres et a un coût. L'intérêt est d'ordre thérapeutique. Il faut dire que le traitement a été beaucoup amélioré par la découverte des médicaments qu'on appelle inhibiteurs de la pompe à protons, en abrégé IPP, et depuis qu'on a identifié la bactérie qu'on appelle Helicobacter pylori, dont l'éradication fait guérir la maladie ulcéreuse. Et l'intérêt est d'ordre pronostic. En effet, l'ulcère peut se compliquer de perforation, de sténose, mais surtout de cancer gastrique s'agissant de l'ulcère gastrique. L'intérêt ainsi établi, il importe pour comprendre le sujet de faire quelques rappels et nous commencerons par des rappels d'anatomie. Vous savez que l'estomac fait suite à l'œsophage et est un organe péritonéal, intrapéritonéal et se poursuit par le duodénum. Sur le plan histologique, on distingue à la paroi gastrique et duodénale plusieurs couches, 4, à savoir la muqueuse, la sous-muqueuse, la musculeuse et la séreuse. La muqueuse elle-même comprend 3 couches, à savoir l'épithélium, qui est fait de structures glandulaires, dont notamment les cellules pariétales qui produisent l'acide chlorhydrique et le facteur intrinsèque. Ensuite, les cellules principales qui produisent la pepsine. Pour me souvenir, vous voyez, parce que ce n'est pas facile de garder laquelle des cellules entre pariétales et principales produit la pepsine ou l'acide chlorhydrique. Moi, je retiens que principal produit la pepsine parce que dans principal, vous avez 2P et dans pepsine, vous avez aussi 2P. Donc, c'est cellules principales qui produisent la pepsine et les autres substances sont produites par les cellules pariétales ou cellules bordantes. Ensuite, vous avez la lamina propria ou chorion et la muscularis mucosée qui constituent donc les 2 autres couches de la muqueuse. Et ensuite, vous avez la sous-muqueuse, la musculeuse et la séreuse. Ainsi, donc, vous pouvez voir sur la deuxième figure que selon la profondeur de la perte de substance de la paroi gastrique,
on va distinguer les abrasions lorsque c'est limité à l'épithélium, les érosions lorsque ça c'est plus profond, c'est limité à la muqueuse, les ulcérations lorsque ça atteint la sous-muqueuse et l'ulcère qui atteint la musculeuse et est beaucoup plus profond. Sur le plan physiologique, la sécrétion d'acide chlorhydrique est faite par donc les cellules pariétales ou cellules bordantes du fundus et est sous triple contrôle pour la production, à savoir le contrôle nerveux assuré par le nerf vague via l'acétylcholine, un contrôle hormonal assuré par la gastrine sécrétée par les cellules G de l'encre et un contrôle paracrine assuré par l'histamine qui est sécrétée par les cellules entérochromaffines du fundus et qui agissent par l'intermédiaire du récepteur H2. Ces récepteurs sont situés au pôle basal des cellules pariétales. Et cette sécrétion peut être inhibée par certaines substances, dont la somatostatine produite par les cellules T de la paroi gastrique. Ici, je vous présente une cellule pariétale et vous allez regarder surtout à gauche sur la figure le pôle apical de la cellule pariétale qui présente donc ce qu'on appelle la pompe à protons. La pompe à protons, c'est la pompe qui va permettre de sécréter l'acide chlorhydrique dans la lumière gastrique. Et donc, la production se fait par un phénomène actif. Donc, et l'action de cette pompe dépend de canaux ioniques, notamment de canal potassique que vous voyez à côté toujours sur le pôle apical. Et donc, vous imaginez que si on bloque cette pompe à protons, on va empêcher la sécrétion d'acide chlorhydrique. Et c'est ce que font les inhibiteurs, c'est ce que font les inhibiteurs de la pompe à protons. Quand on bloque aussi le canal potassique, ça empêche le fonctionnement de la pompe à protons et c'est ce que ce que font de nouvelles molécules actuellement en cours de développement qu'on appelle les prasans. Alors, la compréhension du sujet nécessite aussi qu'on en détaille la physiopathologie. Et ce qu'il faut retenir, c'est que il n'y a pas d'ulcère s'il n'y a pas d'acide. Et ça, je tiens ça de Schwartz. Schwartz dit pas d'acide, pas d'ulcère. En effet, l'ulcère provient d'un déséquilibre entre les facteurs d'agression et les facteurs j'essaie de voir si je peux avoir mon pointeur pour vous montrer les choses, mais non. Bon. Donc, l'ulcère résulte d'un déséquilibre entre les facteurs d'agression et de défense de la muqueuse gastrique. Vous pouvez voir à gauche, l'agression est essentiellement constituée par la production d'acide chlorhydrique et de pepsines qui sont agressifs, corrosifs pour la muqueuse. Et face à cette agression, il y a des éléments de défense. La première ligne de défense, c'est la production de mucus qui tapisse la surface de l'épithélium. Ensuite, la production de bicarbonate et le renouvellement épithélial. L'épithélium est doté de jonctions serrées qui empêchent la diffusion des ions H+, et se renouvelle de façon régulière, permettant la cicatrisation de lésions lorsque celles-ci apparaissent. Et il y a un flux sanguin muqueux assez important qui permet favorise la cicatrisation et apporte du bicarbonate pour tamponner l'acidité gastrique. Et donc, dans les conditions physiologiques, il existe un équilibre entre les éléments d'agression et de défense. Vous vous souvenez que la production d'acide chlorhydrique est sous triple contrôle, comme je l'avais dit, le nerf vague, la gastrine et l'histamine qui potentialisent sa production. Voilà. Et donc, tandis que la défense est stimulée par la production de prostaglandine. Et donc, ce déséquilibre-là va se produire à la faveur des facteurs étiologiques, notamment, par exemple, une infection par Helicobacter pylori, la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens qui va inhiber la production de prostaglandine, va induire un déséquilibre, de même que le tabagisme et plein d'autres facteurs que nous développerons dans les étiologies plus loin. Donc, lorsqu'il se produit le déséquilibre, il apparaît, au lieu où il y a eu le déséquilibre, une perte de substance de la paroi gastrique ou duodénale,
atteignant en profondeur la musculeuse, déterminant l'ulcère. Et il faut noter que l'ulcère duodénal est souvent dû à une augmentation de l'agression chlorhydropeptique, alors que les ulcères gastriques sont le plus souvent dus à une diminution de la défense. Donc, le déséquilibre peut se faire dans un sens ou dans l'autre, induisant respectivement l'ulcère plutôt gastrique ou duodénal. Et l'apparition de cet ulcère va se traduire par des douleurs, des érosions vasculaires avec des hémorragies, une fibrose pouvant entraîner une sténose avec des vomissements et, dans de rares cas, une dégénérescence cancéreuse pour l'ulcère gastrique. Telles sont les considérations générales sur la maladie ulcéreuse gastro-duodénale dont la physiopathologie nous permet de comprendre les signes sur lesquels repose le diagnostic. Et nous allons d'abord commencer par le diagnostic positif. Le diagnostic va reposer d'abord sur les circonstances de découverte. Les circonstances de découverte, il s'agit des plaintes du patient. Les plaintes du patient, c'est la douleur ulcéreuse, qu'elle soit typique ou atypique. Parfois, il s'agit de complications à type d'hémorragie digestive, de tableaux de péritonite par perforation d'ulcère, de vomissements postprandiaux tardifs traduisant une sténose digestive. La découverte, plus rarement, peut être fortuite lors d'une endoscopie faite pour un autre motif, par exemple pour des symptômes de pyrosis ou un dépistage systématique. Devant ces circonstances de découverte, il faut réunir les arguments pour le diagnostic en interrogeant le malade pour préciser les caractères de la douleur. Et la douleur ulcéreuse typique, pour la caractériser, je vous rappelle là un petit moyen mnémotechnique que j'ai élaboré moi-même pour me souvenir des 9 caractères pour préciser une douleur, les caractères d'une douleur. Dans certains documents, vous verrez 7 caractères, dans d'autres, vous verrez 11, mais pour faire simple, il faut retenir 9, 9 comme les 9 cadrans de l'abdomen. Hein, donc, douleur abdominale, 9 cadrans et 9 caractères de la douleur, abrégé sous l'acronyme CITI-MASDA. CITI-MASDA. S pour le siège. Ici, le siège est épigastrique. I pour irradiation, qui est souvent absente dans l'ulcère, la maladie ulcéreuse. Parfois, elle peut se faire en hémicintus sous les rebords costaux, droite ou gauche, parfois transficiente. Le type, T pour type, à type de crampe, torsion, fin douloureuse. L'intensité, hein, donc CITI, intensité, elle est variable, parfois très intense. MASDA, vous avez M pour mot de début, souvent brutal. A pour aggravant, donc facteur aggravant, c'est la faim, la prise d'alcool, d'anti-inflammatoires non stéroïdiens ou d'aspirine. S pour facteur sédatif ou facteur calmant. Ici, c'est les repas, notamment alcalins, la prise d'aliments d'antiacides qui vont soulager la douleur. D pour durée évolution. Ici, la douleur dans la maladie ulcéreuse est d'horaire postprandial tardif, variant de 1 à 5 heures selon qu'il s'agit d'ulcère gastrique. Là, l'ulcère gastrique, c'est en général entre 1 à 2 heures après les repas, alors que l'ulcère duodénal, c'est 3 à 5 heures après les repas. Mais bon, on ne peut pas se baser sur ces éléments pour faire la clinique pour dire si c'est ulcère gastrique ou duodénal. C'est difficile de faire la part des choses. Il faut dire que la douleur est souvent rythmée par les repas et évolue par poussée périodique de 3 à 6 semaines. Et ces crises sont entrecoupées de rémission. A pour signes associés. Les signes associés ici sont souvent absents. La douleur ulcéreuse peut être plus souvent atypique du fait du siège qui n'est pas épigastrique, mais intéresse d'autres régions de l'abdomen. L'évolution le rythme peut manquer, hein, et la douleur peut ne pas être périodique. Le type, ici, au lieu de crampes, torsion, faim douloureuse, vous pouvez avoir plutôt une dyspepsie, des brûlures, et l'intensité, parfois, la crise peut être hyperalgique, simulant une forme compliquée. Les autres arguments du diagnostic vont être recherchés par l'examen physique. Ici, l'examen est souvent pauvre dans les formes non compliquées. Parfois, on peut noter une sensibilité de la région épigastrique. Il faut
faire des examens paracliniques. Et l'examen paraclinique important, c'est l'endoscopie œsogastro-duodénale. Il n'y a pas d'ulcère sans endoscopie œsogastro-duodénale qu'il est visualisé. Quand on avait parlé autrefois du reflux gastro-œsophagien, on avait vu que dans certaines conditions, on pouvait faire le diagnostic sans avoir recours à l'endoscopie. Mais pour l'ulcère, il faut absolument une endoscopie avant de dire qu'il s'agit d'une maladie ulcéreuse. Et donc, cette endoscopie va permettre de visualiser la perte de substance qui est ronde ou ovalaire, à bord net, qui est profonde, et le fond est souvent fibrilleux. Ça va siéger dans l'estomac. Pour l'estomac, le siège est souvent antral sur la petite courbure. Et pour le duodénum, le siège est le plus souvent au niveau du bulbe, volontiers à la face antérieure du bulbe. Plus rarement, au lieu d'être ronde ou ovalaire, l'ulcère peut être linéaire ou en plusieurs pertes de substances de petite taille, on parle d'ulcère salamique. Vous avez ici illustré un ulcère antral, hein, sur la petite courbure antrale. Hein, et sur cette autre figure, vous avez un ulcère de la face antérieure du bulbe. Ce sont des images personnelles. Alors, en résumé, comment vous retenez le diagnostic positif d'une maladie ulcéreuse? Le diagnostic est donc évoqué sur la clinique, à savoir la douleur ulcéreuse, qu'elle soit typique ou atypique, parfois sur des signes de complications, et le diagnostic est confirmé grâce à l'endoscopie œsogastro-duodénale qui va permettre de visualiser la perte de substance de la paroi gastrique ou duodénale atteignant en profondeur la musculeuse avec un socle scléreuse. Les constatations endoscopiques sont complétées par des biopsies des berges de l'ulcère lorsqu'il s'agit d'un ulcère gastrique, car l'ulcère gastrique peut masquer un cancer. Et c'est pour ça que dans l'ulcère gastrique, il faut forcément faire des biopsies des berges de l'ulcère, ce qui n'est pas le cas pour l'ulcère duodénal où les données endoscopiques suffisent pour retenir le diagnostic. Outre ces formes reconnues par le diagnostic positif, il peut s'agir de formes compliquées. Et les complications des ulcères sont à titre d'hémorragie digestive. L'hémorragie digestive, c'est une urgence. C'est la plus grande des urgences en hépatogastro-entérologie. Elle se traduit soit sous forme d'hématémèse. Et quand il y a hématémèse, vous êtes sûr que l'hémorragie digestive vient du haut, c'est-à-dire en amont de l'angle duodéneux jejunal ou angle de 13, parfois sous forme de méléna, plus rarement sous forme d'hématopésie qu'on appelle ordinairement et de manière abusive rectorragie. Ça peut se révéler par une anémie et l'endoscopie œsogastro-duodénale qui doit être réalisée assez rapidement après stabilisation de l'état hémodynamique va permettre de confirmer le diagnostic et de faire une classification, la plus utilisée étant la classification de Forrest qui a un intérêt pronostique. Ensuite, la perforation d'ulcère. Donc, la deuxième complication de la maladie ulcéreuse, c'est la perforation d'ulcère. C'est aussi une urgence. Ça réalise un tableau de péritonite aiguë généralisée avec donc une douleur abdominale forte, brutale, comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Et à l'examen, vous aurez une contracture abdominale, un ventre de bois, un cri de l'ombilic, un cri du Douglas, et l'endoscopie est contre-indiquée dans les cas où on suspecte une perforation d'ulcère. Donc, si vous suspectez un ulcère perforé, surtout, n'envoyez pas le malade en endoscopie digestive, mais plutôt envoyez-le en radiologie pour faire un abdomen sans préparation, ou mieux un scanner abdominal à la recherche d'un pneumopéritoine, à savoir un épanchement gazeux dans la cavité péritonéale que vous verrez sous forme d'un croissant gazeux.
La troisième complication des ulcères, c'est la sténose antropylorique ou bulbaire qui va se traduire par des vomissements postprandiaux tardifs et la confirmation de la sténose va se faire grâce à l'endoscopie œsogastro-duodénale et lorsque la sténose n'est pas franchissable, on va compléter par un transit œsogastro-duodénal. La quatrième complication, c'est la cancérisation et ce cancer concerne seulement l'ulcère gastrique. Hein, donc, j'ai mis seulement cancer gastrique, c'est plutôt seulement l'ulcère gastrique et le diagnostic est fait grâce à l'endoscopie. Ici, à l'endoscopie, on verra un ulcère dont les berges ne seront pas plats, nets, mais plutôt relevés, un bourgeonnement, un ulcère plus irrégulier et les biopsies sur les berges de l'ulcère, il faut en faire 6 à 10, hein, au mieux une dizaine, et envoyer pour examen histopathologie pour la confirmation du diagnostic. En général, dans ces cas, lorsque l'ulcère est au stade de cancer, le malade présente cliniquement une altération de l'état général, un amaigrissement assez important. Vous avez retenu donc que les complications sont au nombre de 4 principales, 2 complications aiguës que sont l'hémorragie digestive et la perforation d'ulcère, et 2 complications chroniques, à savoir la sténose antropylorique et la cancérisation. Les complications ainsi décrites, il faut savoir éliminer les affections qui peuvent prêter à confusion avec la maladie ulcéreuse. Et à la phase clinique, avant l'endoscopie, il faut discuter les autres causes de douleurs épigastriques. Il s'agit notamment là de la dyspepsie fonctionnelle, c'est-à-dire que le sujet a des épigastralgies ou une sensation de satiété précoce survenant après les repas et dans ces cas fonctionnels parce qu'il n'y a pas de lésion organique expliquant cette symptomatologie. Le reflux gastro-œsophagien aussi peut, dans ses formes atypiques, prêter à confusion avec une maladie ulcéreuse. Et comme je vous l'avais dit, le reflux est beaucoup plus fréquent que la maladie ulcéreuse. Et il y a plein de malades qui souffrent plutôt de reflux gastro-œsophagien, qui est une maladie chronique. Et ces malades-là se prennent pour des ulcéreux. Donc, l'interrogatoire et les données endoscopiques vont en général permettre d'éclaircir le diagnostic. Les causes de douleur pancréatique. Hein, lorsque la douleur est pancréatique, vous connaissez ses caractéristiques. Elle est de siège épigastrique, transficiente, aggravée par la prise des repas, alors que dans la maladie ulcéreuse, vous aviez retenu que c'est souvent soulagé par les repas. Ici, la douleur est soulagée par l'antéflexion du tronc. Le patient s'enroule autour de son pancréas, donc se met en antéflexion, en chien de fusil pour soulager la douleur. L'échographie et le scanner sont ici utile pour asseoir le diagnostic. Il peut s'agir de pancréatite aiguë ou chronique ou de cancer du pancréas dans ces cas. La douleur biliaire. La douleur biliaire peut être de siège épigastrique ou de siéger dans l'hypocondre droit avec ici une irradiation vers l'épaule droite, mais aussi sous les rebords costaux. Hein, on dit que la douleur irradie en bretelle et en ceinture, en bretelle et en ceinture, avec une inhibition respiratoire, c'est-à-dire que la douleur inhibe l'inspiration profonde et est aggravée par l'inspiration profonde qu'elle inhibe. Elle est accompagnée souvent de nausées et vomissements, hein, comme signe associé, et l'échographie va vous permettre de mettre en évidence un calcul dans la vésicule biliaire ou un cancer des voies biliaires. D'autres causes de douleurs épigastriques sont une tumeur du foie, notamment lorsque la tumeur concerne le lobe gauche du foie, les affections du côlon transverse. Dans ces cas, en général, vous aurez des troubles du transit associés et il faut savoir éliminer lorsque la douleur est atypique, les affections cardiaques, surtout chez des sujets présentant des facteurs de risque cardiovasculaire. Et vous connaissez les principales causes de douleur thoracique, à savoir pied, P pour péricardite, I pour infarctus, E pour embolie pulmonaire et D pour dissection aortique. Il faut pouvoir éliminer ces diagnostics différentiels. Et donc, lorsqu'on hésite, il faut envoyer le malade voir un cardiologue, car
les maladies cardiovasculaires peuvent tuer plus rapidement le malade que les affections et la maladie ulcéreuse. À la phase d'endoscopie, il faut éliminer les lésions non ulcéreuses dont je vous ai parlé lorsque la lésion est plus superficielle, les érosions limitées à la muqueuse, les ulcérations limitées à la sous-muqueuse, mais aussi d'autres lésions ulcéreuses qui ne sont pas maladies ulcéreuses gastro-duodénales, des ulcères aigus, par exemple, dans le contexte de stress lié à la réanimation, par exemple, à un traumatisme, la tuberculose, nous sommes en milieu endémique et il faut savoir évoquer ce diagnostic, la maladie de Crohn et un ulcéro-cancer. Dans ces cas, c'est les biopsies suivies des examens histopathologiques qui permettent de faire le diagnostic différentiel. Les causes d'erreur ainsi écartées, il faut pouvoir reconnaître l'étiologie de la maladie ulcéreuse gastro-duodénale. Et il y a deux causes principales à avoir en tête, c'est l'infection par Helicobacter pylori et la prise de médicaments gastrotoxiques, les anti-inflammatoires non stéroïdiens. S'agissant de l'infection par Helicobacter pylori, il s'agit d'un bacille gram négatif spiralé transmis soit par voie féco-orale, c'est-à-dire que les personnes contaminées éliminent la bactérie dans les selles vont contaminer la nourriture, la main et être transmis en interhumain ou par les aliments, ou alors oro-oral, c'est-à-dire que les personnes ayant la bactérie dans l'estomac peuvent, à l'occasion de reflux ou de vomissement, faire remonter la bactérie vers la bouche et, en faisant par exemple la bise par les contacts oro-oral, transmettre la maladie à leur entourage. Cette transmission se fait le plus souvent dans l'enfance. Il faut dire que l'infection par Helicobacter pylori est en cause dans 90% des ulcères duodénales, alors qu'il concerne environ 70% des ulcères gastriques. Sa mise en évidence peut se faire grâce à des thèses invasives qui sont au nombre de 4, à savoir l'histopathologie de biopsie gastrique réalisée lors d'endoscopie, test à l'uréase, la culture ou la PCR de biopsie gastrique. On peut aussi mettre en évidence la bactérie grâce à des tests non invasifs. Il s'agit de tests respiratoires à l'urée marquée, de la sérologie et de la recherche d'antigènes d'Helicobacter pylori dans les selles. Parmi ces méthodes, il faut dire qu'au Bénin, nous disposons de la recherche par histologie des biopsies gastriques. Ils peuvent se faire actuellement, le laboratoire d'anatomopathologie du CNHU nous permet de le faire, mais aussi d'autres centres en privé le font. Le test rapide à l'uréase, on en avait fait. Il faut juste disposer de réactifs, de bandelettes pour ça, c'est faisable localement. Par contre, la culture et la PCR ne sont pas encore disponibles dans notre contexte. Nous travaillons avec nos collègues bactériologistes pour pouvoir parvenir à la mise en place de ces techniques de recherche. Quant au test non invasif, le test respiratoire à l'urée marqué au carbone 13, qui est le plus indiqué, n'est pas disponible au Bénin, mais on dispose d'un test respiratoire à l'urée marqué au carbone 14, qui est un peu moins sensible, mais coûte moins cher et c'est disponible dans un centre privé à Cotonou. La sérologie peut se faire en prélevant et en envoyant au laboratoire Cerba, par exemple en France, et la recherche d'antigènes dans les selles peut se faire aussi ici. Certains laboratoires privés le font. Il suffit de disposer de bandelettes pour ça. Alors, ici, je vous illustre le principe du test à l'uréase. Retenez qu'il s'agit du test à l'uréase ou du test respiratoire. Ces techniques utilisent une propriété de la bactérie. La bactérie Helicobacter pylori là, est une bactérie spéciale. Elle est l'une des rares bactéries à pouvoir résister à l'acidité gastrique car elle dispose d'une substance qu'on appelle uréase qui lui permet de transformer l'urée en ammoniac, ce qui modifie le pH du milieu et lui permet de survivre dans le milieu. Et c'est cette propriété qu'on va mettre en évidence. Ici, par exemple, pour le test à l'uréase, on va biopsier lors de l'endoscopie un fragment de muqueuse gastrique, le poser sur une plaquette. Cette plaquette porte dans un milieu un indicateur coloré
Vous connaissez ça pour les cours au collège, on parle de phénylphthaléine, un indicateur coloré qui va permettre de mettre en évidence le changement de pH. Hein. Et lorsque il y a l'Helicobacter pylori dans le fragment de biopsie gastrique, ça va transformer le milieu par formation de bicarbonate et d'ammoniac, et ce qui va alcaliniser le milieu et l'indicateur coloré va virer de jaune à violet. Et là, on va pouvoir dire que la personne est infectée par Helicobacter pylori. Quant au test respiratoire à l'urée marqué, c'est le même principe, sauf que ici on ne fait pas d'endoscopie. On va donner une gélule qui contient de l'urée marquée au carbone 13, donc un carbone avec un marqueur isotopique qui va permettre de l'identifier après dans l'air expiré. Et le sujet va ingérer la gélule. Cette gélule va être transformée, s'il y a de l'Helicobacter pylori dans l'estomac, en bicarbonate et en ammonium, ce qui va ensuite faire dégager du CO2 contenant le carbone 13 dans l'air expiré. On va faire souffler le sujet, recueillir l'air expiré et analyser. Et comme le carbone est marqué, on va le retrouver dans l'air expiré. Et si on le retrouve, c'est que l'urée a pu être scindé en CO2 et, et donc c'est que le sujet dispose d'Helicobacter pylori et on va retenir que le test est positif. Donc, ces tests utilisent le fait que l'Helicobacter pylori dispose d'uréase. La deuxième cause d'infection par Helicobacter pylori, d'ulcère, de maladie ulcéreuse, c'est la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Le risque est augmenté chez les personnes de plus de 65 ans, augmenté également lorsqu'on associe anti-inflammatoires non stéroïdiens et anti-agrégants ou ANS et corticoïdes. Hein. Et l'ulcère, dans ces cas, prédomine le plus souvent dans l'estomac, alors que dans l'infection par Helicobacter pylori, il y a une légère prédominance de l'ulcère dans le duodénum. Voilà. L'ulcère est volontiers multiple dans la prise de médicaments gastrotoxiques et le diagnostic, c'est l'interrogatoire. Il faut interroger le malade sur la notion de prise de médicaments gastrotoxiques. Les autres causes de maladies ulcéreuses sur lesquelles nous allons passer rapidement, c'est le tabagisme, le syndrome de Zollinger-Ellison, qui est une maladie tumorale caractérisée par la présence d'une tumeur duodénale ou pancréatique sécrétant de la gastrite. Et vous savez que la gastrite augmente la production d'acide chlorhydrique. Donc, il y aura une hyperchlorhydrie qui sera à l'origine de multiples ulcères. Le terrain génétique intervient. On sait par exemple qu'il y a des familles qui font des ulcères et notamment le groupe sanguin O+, pourrait augmenter légèrement le risque d'ulcère duodénal, notamment. Donc, il y a un facteur génétique potentiellement impliqué. L'hyperparathyroïdie avec l'hypercalcémie, certaines maladies chroniques augmentent le risque d'ulcère, à savoir la cirrhose, la pancréatite chronique, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale. Le rôle des facteurs psychologiques à l'heure actuelle reste discuté. On pense que le stress pourrait augmenter la production d'acide chlorhydrique et favoriser la survenue d'ulcères. Mais il faut dire aussi que quand on est stressé, on a recours notamment à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens pour soulager les maux de tête, et il peut y avoir d'autres facteurs impliqués qui pourraient alors induire la survenue d'ulcères. La cause ainsi identifiée sera le principal objet du traitement que nous allons développer au chapitre 3. Ce traitement est avant tout curatif avec un triple but. Le but, c'est d'abord de soulager la douleur, de cicatriser l'ulcère, de prévenir et prendre en charge les récidives ainsi que les complications. Alors, les moyens sont d'abord d'ordre hygiéno-diététique et généraux. Il s'agit de la suppression des facteurs déclenchant les douleurs, l'alcool, le tabac, les aliments acides. Il faut dire que ces conseils ont peu d'intérêt, contrairement par exemple au reflux gastro-œsophagien où les conseils sont très importants. Ici, en général, le plus important, c'est le traitement de la maladie. Les conseils jouent un rôle moins important.
le conseil important, c'est l'arrêt de la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens ou d'aspirine lorsque on peut arrêter ces traitements. Quant aux moyens médicamenteux, on dispose des antiacides, notamment l'hydroxyde de magnésium qui peut induire la diarrhée, le phosphate d'aluminium qui peut donner de la constipation. Le rôle de ces antiacides n'est pas très important depuis qu'on dispose des inhibiteurs de la pompe à protons qui sont très efficaces et soulagent rapidement la douleur. On disposait d'antihistaminiques, anti-H2, c'est-à-dire des substances qui bloquent l'action de l'histamine et réduisent donc la sécrétion acide. Par ce fait, c'était notamment la ranitidine, mais ces molécules étaient moins efficaces que les inhibiteurs de la pompe à protons et actuellement, on ne les utilise pratiquement plus. Les médicaments les plus utilisés, c'est les IPP et vous avez retenu inhibiteurs de la pompe à protons. Ils sont au nombre de 5, à savoir l'oméprazole, l'esoméprazole, le rabéprazole, mais aussi le lansoprazole et le pantoprazole. Les plus utilisés pour l'éradiquer, notamment le traitement des ulcères, c'est l'oméprazole, l'esoméprazole et le rabéprazole. Les effets secondaires notables, c'est les céphalées, la diarrhée. On a recours aussi aux antibiotiques qui vont être utilisés notamment pour l'éradication des Helicobacter pylori, dont l'amoxicilline, la clarithromycine, le métronidazole et une association qui comporte le bismuth, le tétracycline et le métronidazole, commercialisés sous le nom de Pilera, que nous allons abréger P. Le Pilera qu'on va utiliser à la dose de 3 gélules 4 fois par jour. Il faut dire que ces traitements sont souvent mal tolérés par les malades. Ils ont beaucoup d'effets secondaires et donc on a besoin de beaucoup expliquer aux malades qu'ils s'alimentent bien avant de prendre ces médicaments. Il faut vraiment parvenir à obtenir une adhérence au traitement parce que le traitement est très difficile à supporter. Et donc, ces différentes molécules vont être utilisées dans des protocoles d'éradication pour l'Helicobacter pylori. 2 protocoles sont actuellement recommandés. C'est notamment la quadrithérapie concomitante qui associe l'amoxicilline plus la clarithromycine plus le métronidazole et l'IPP, tous en 2 prises par jour, à savoir matin et soir, pendant 14 jours. Donc, quadrithérapie concomitante de 14 jours. À côté de ça, on dispose de la quadrithérapie busmutée qui associe le Pilera à raison de 3 gélules 4 fois par jour à l'oméprazole. Vous avez retenu que ici, c'est l'oméprazole qu'on utilise lorsque il s'agit de la quadrithérapie busmutée parce que c'est la molécule qui a été utilisée pour valider la mise sur le marché du Pilera. Tandis que dans la quadrithérapie concomitante, on peut utiliser les autres IPP, mais les plus recommandés, c'est l'esoméprazole et le rabéprazole qui bloquent de manière plus efficace l'acidité gastrique. Ici, je vous ai mis quelques plaques que vous pourrez voir de manière plus rapprochée quand vous disposerez des diapositives. C'est comment utiliser ces traitements d'éradication lorsque on ne dispose pas, soit parce qu'on dispose de la culture et de la PCR, ou lorsqu'on n'en dispose pas. Ici, ce qui est recommandé actuellement dans les pays développés, c'est un traitement orienté par les données de l'antibiogramme. C'est-à-dire qu'actuellement, en Europe, idéalement, avant de mettre sous éradication de l'Helicobacter pylori, il faut faire un antibiogramme, comme pour toute maladie infectieuse, pour identifier la sensibilité à l'antibiotique. Et dans ces cas, on va utiliser les antibiotiques les plus efficaces pour traiter la maladie en première intention. Et en deuxième ligne, lorsque ça n'a pas marché, on peut utiliser la quadrithérapie, qu'elle soit busmutée, ainsi de suite. Mais nous sommes dans les circonstances où nous ne pouvons pas disposer de ce traitement orienté par l'antibiogramme. Et donc, on a recours à des traitements empiriques. Lorsque le sujet n'est pas allergique à la pénicilline, on a le choix entre la quadrithérapie busmutée dont j'ai parlé précédemment de 10 jours
et le traitement concomitant de 14 jours, l'un ou l'autre. Il faut dire que la quadrithérapie bismuthée, le Pyrera, n'est pas disponible ordinairement dans les pharmacies. Il faut une commande pour en disposer et normalement, ça coûte autour de 60 et quelques euros, donc autour de 40 et quelques mille francs. Mais les pharmacies, quand ils vous font la commande, ça revient, la boîte de 120 gélules revient autour de 60 et quelques mille francs CFA. Hein. Euh, et la quadrithérapie concomitante qui est disponible. Lorsqu'on a utilisé l'un d'entre les deux en première intention et que le traitement n'a pas marché, on pourra utiliser l'autre protocole qui n'avait pas été utilisé en première intention, ainsi de suite. Donc, vous avez comment faire en première ligne, en deuxième ligne et en troisième ligne. Vous pourrez lire ça à tête reposée. En cas d'allergie à la pénicilline, ce qui est recommandé actuellement en première intention, c'est la quadrithérapie bismuthée de 10 jours. Et après, en deuxième intention, vous avez des traitements notamment à base de fluoroquinolone. Je vous ai remis ici le détail sur la quadrithérapie bismuthée de 10 jours, ainsi que la quadrithérapie concomitante de 14 jours, pour que vous ayez de façon plus précise comment conduire ces différents traitements, parce que c'est très important de savoir éradiquer actuellement l'infection par Helicobacter pylori, une bactérie qui est très résistante aux antibiotiques. Et vous pouvez voir ici, nous ne disposons pas, vous pouvez voir sur cette plaque que je détiens du professeur Smith. Smith, c'est une dame d'origine nigériane, bactériologiste, que j'ai eu l'occasion de connaître à Bordeaux lors d'un congrès sur Helicobacter pylori. Elle est très investie dans la recherche sur Helicobacter pylori. Elle est connue mondialement pour ça et c'est elle qui a fait cette recherche magnifique, cette publication magnifique qui montre les niveaux de résistance aux différents antibiotiques dans les régions du monde. Et vous pouvez voir les données pour le Nigeria. Au Bénin, on ne dispose pas de données. Nous voudrons bien faire un travail là-dessus. Nous sommes pour le moment limités par les raisons financières. Elle est d'ailleurs prête à nous accompagner dans ce sens et nous pourrons, à l'occasion de thèses, travailler là-dessus, mais il faut pouvoir trouver un financement pour ça. Donc, je vous ai mis donc les données pour le Nigeria qui ne doit pas être très différent de ce qu'on a au Bénin. Vous pouvez voir que pour l'amoxicilline, la résistance est quasi de 100%. Heureusement, la résistance in vitro à l'amoxicilline n'a pas d'implication in vivo. Et donc, ça n'a pas d'impact sur l'utilisation de l'amoxicilline. Par contre, la résistance à la clarithromycine, vous voyez, qui est de 100%, alors que, par exemple, en France, dans les pays européens, elle est de l'ordre de 15% à la clarithromycine. Au Nigeria, elle est de 100%. Et donc, normalement, on devrait, ce traitement-là ne peut pas marcher pour l'éradication de l'Helicobacter pylori. Et donc, vous avez une idée des résistances. Ce qui fait que, vous voyez, le traitement est difficile, hein, et il faut associer plusieurs antibiotiques pour pouvoir le faire partie. Vous voyez, pour le métronidazole aussi, le niveau de résistance est élevé, mais il faut dire aussi que là, il n'y a pas d'implication sur le plan de l'utilisation en pratique. Par contre, la résistance au fluoroquinolone et à la clarithromycine sont à prendre en compte pour la décision thérapeutique. Nouvelle molécule actuellement disponible pour le traitement des ulcères, c'est les bloqueurs compétitifs de canaux potassiques. Vous vous rappelez de cette plaque? Je vous avais montré que le canal potassique, qui est situé au pôle apical, lorsqu'on le bloque, ça bloque efficacement la sécrétion d'acide chlorhydrique. Et donc, c'est une arme actuellement disponible. Et vous voyez des molécules qui ont déjà même des AMM, des autorisations de mise sur le marché dans certains pays, notamment en Asie et en Amérique. En Europe, actuellement, ce n'est pas encore commercialisé. Vous avez notamment le vonoprazan. Donc, on les appelle souvent les prazans, hein, ces molécules-là, qui vont bientôt compléter l'arsenal thérapeutique dans la maladie ulcéreuse. Les moyens sont aussi instrumentaux, notamment l'hémostase endoscopique. On peut faire des injections sclérosantes, la pose de clip, l'électrocoagulation, la dilatation de sténose, hein, c'est nous, gastro-entérologues, qui le faisons, notamment au ballonnet. L'embolisation artérielle qui est faite par les radiologues interventionnels, ce n'est pas encore possible au Bénin.
cette embolisation artérielle. Et les moyens chirurgicaux, il s'agit notamment de la suture d'ulcère, de résection anastomose, par exemple entrectomie ou gastrectomie, des 2/3 suivi d'une anastomose gastro-duodénale de type payant ou Billroth 1. Lorsque l'anastomose est gastro-duodénale, l'anastomose peut être plutôt gastro-jéjunale de type Billroth 2 lorsque c'est fait sur toute la section, la longueur de la section, la largeur de la section, encore appelée dans ce cas polia, ou sur la moitié inférieure de la section, et là on parle de l'anastomose selon Feinstein. La vagotomie n'est plus de nos jours pratiquée. On le pratiquait puisque en sectionnant le nerf vague, on réduit la stimulation de production d'acide induite par le nerf vague. Je vous avais montré ça comme facteur stimulant l'acidité gastrique. Donc, c'était utilisé avant la découverte des inhibiteurs de la pompe à protons de nos jours. La vagotomie n'est plus du tout pratiquée. Alors, quelles sont les indications? Donc, il s'agit, dans les ulcères gastriques non compliqués, avant tout d'éradiquer l'Helicobacter pylori lorsque celui-ci est présent, d'arrêter les médicaments gastrotoxiques dans la mesure du possible et après l'éradication d'Helicobacter pylori, on poursuit l'IPP, l'inhibiteur de la pompe à protons, à pleine dose pendant 4 à 6 semaines. Un contrôle endoscopique est indiqué après le traitement avec des biopsies sur les berges de la cicatrice pour s'assurer que ce n'était pas un cancer, ulcéro-cancer. Quant à l'ulcère duodénal non compliqué, il faut d'abord éradiquer l'Helicobacter pylori lorsque celui-ci est présent. Et en général, lorsque l'on éradique l'Helicobacter pylori, ça peut suffire pour guérir l'ulcère duodénal. Et on n'a pas toujours besoin de poursuivre l'IPP pendant 3 à 4 semaines supplémentaires. Cette poursuite sera nécessaire lorsque, après une semaine de traitement d'éradication, le sujet est toujours symptomatique ou en cas de complications ou chez des personnes présentant des comorbidités. Hein, dans ces cas, ou lorsque H. pylori est négatif, là, il faut mettre sous IPP pendant 3 à 4 semaines. Le contrôle d'éradication d'HP ne nécessite pas, dans ces cas, qu'on on refasse une endoscopie œsogastro-duodénale, mais on peut juste utiliser un test respiratoire pour contrôler. Lorsque la maladie ulcéreuse gastro-duodénale est compliquée, il faut prendre en charge, bien sûr, la complication. Par exemple, en cas d'hémorragie digestive, on utilise les IPP à forte dose. Par exemple, bolus de 80 mg suivi de 8 mg heure, suivi d'un relais Péros. Corriger les troubles volémiques et hydroélectrolytiques. Faire une hémostase endoscopique lorsque l'ulcère, il y a un saignement constaté lors de l'endoscopie et lorsque l'hémorragie n'est pas contrôlée par endoscopie, on va avoir recours à la chirurgie. En cas de sténose, il faut vider l'estomac par une sonde nasogastrique et envisager une dilatation au ballonnet. En cas d'échec, on aura recours à la chirurgie. En cas de perforation, le plus souvent, on a recours à la chirurgie, hein, mais il est possible dans les formes où la perforation ne s'accompagne pas de signes de péritonite généralisés, mais juste de signes localisés. On peut avoir recours à des méthodes non chirurgicaux, notamment la méthode de Taylor qui consiste à poser une sonde nasogastrique, laisser à jeun et hydrater le malade antibiothérapie, IPP, et ça peut permettre d'obtenir la guérison sans avoir recours à la chirurgie. En cas d'anémie ferriprive, il faut penser à supplémenter en fer pendant la durée suffisante, 3 à 6 mois. Et en cas de cancer gastrique, bien sûr, on va, selon le type de cancer, avoir recours à la chimiothérapie périopératoire suivie de chirurgie. Mais tout ça dépend du stade du cancer. Il faut penser à arrêter les anti-inflammatoires, poursuivre l'IPP pleine dose pendant 4 à 6 semaines et réaliser un contrôle endoscopique dans les formes compliquées. Le traitement doit être surveillé. Sur le plan clinique, c'est la douleur sur l'échelle visuelle analogique, notamment, hein, ou l'échelle numérique simple pour voir l'intensité de la douleur.
On peut avoir recours à un moyen instrumental, notamment le test respiratoire à l'urée marquée pour contrôler l'éradication de l'Helicobacter pylori, mais le contrôle endoscopique s'impose lorsqu'il s'agit d'un ulcère gastrique ou dans les formes compliquées. Les résultats, c'est que sous traitement bien conduit, l'évolution est souvent favorable avec régression de la douleur en 4 à 7 jours et cicatrisation de l'ulcère dans un délai maximum de 2 mois. Lorsque la cicatrisation n'est pas obtenue, il faut vérifier l'observance thérapeutique. Il faut voir si le sujet ne poursuit pas un tabagisme, mais aussi rechercher des maladies telles que le syndrome de Zollinger-Ellison en dosant la gastrinémie, éliminer la poursuite d'un anti-inflammatoire non stéroïdien, la persistance d'une infection par Helicobacter pylori ou éliminer des diagnostics différentiels tels qu'une maladie de Crohn qui peut se présenter sous forme d'une lésion ulcéreuse, voire même éliminer une tuberculose dans notre contexte où c'est endémique. Mais le traitement n'est pas que curatif, il faut savoir prévenir, surtout dans notre contexte où nous disposons de très peu de moyens. Cette prévention est d'abord primaire et il faut, pour cela, chez les sujets à risque, respecter la prescription des anti-inflammatoires non stéroïdiens, à savoir une bonne indication, hein, ne pas donner si ce n'est pas nécessaire. La durée doit être courte et opter au besoin pour les anticorps 2 dont la toxicité digestive est moins importante. Il faut associer un inhibiteur de la pompe à proton chez les sujets à risque. Hein, il faut y penser. Les médecins généralistes n'y pensent pas souvent. Lorsqu'on a besoin de prescrire un anti-inflammatoire chez un sujet de plus de 65 ans, qu'il ait d'antécédents d'ulcère ou pas, il faut forcément associer un IPP pour éviter qu'il ne développe un ulcère. Hein. Si le sujet a des antécédents de maladies ulcéreuses gastro-duodénales, qu'il ait fait d'hémorragie digestive ou pas, il faut aussi penser à associer un IPP. Et lorsqu'on est obligé de prescrire association anti-inflammatoire et anti-agrégant ou corticoïdes ou anticoagulants, là aussi, il faut prévenir systématiquement en mettant sous IPP. La lutte contre le péril féco-oral ou oro-oral peut prévenir l'infection par Helicobacter pylori, tout comme l'amélioration des conditions d'hygiène pour réduire l'infection par Helicobacter pylori, qui est une cause importante d'infection d'ulcère. La prévention est aussi secondaire. Il faut pouvoir faire précocement le diagnostic en ayant connaissance des signes qui orientent vers la maladie et la prévention tertiaire, c'est la prise en charge des complications, mais il ne faut pas attendre ces niveaux-là. Les messages clés pour cette présentation: la maladie ulcéro-gastro-duodénale, c'est une affection chronique qui évolue par poussée, qui est caractérisée par une perte de substance atteignant en profondeur la musculeuse. Le diagnostic nécessite l'endoscopie œsogastro-duodénale qui va mettre en évidence la perte de substance. Et dans les cas d'ulcère gastrique, il y a besoin de prélever les berges de l'ulcère gastrique, mais la cause, c'est l'infection par Helicobacter pylori et la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens essentiellement. Et pour l'infection par Helicobacter pylori, cela nécessite qu'on fasse des biopsies de la muqueuse entrale et fundique durant l'endoscopie pour la recherche en histopathologie. Le traitement est essentiellement médical et repose sur les inhibiteurs de la pompe à proton. Il faut éradiquer l'infection par Helicobacter pylori lorsque celle-ci est présente et arrêter, si possible, les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Je vais conclure en disant que la maladie ulcéreuse gastro-duodénale est donc une affection fréquente, mais dont la fréquence diminue dans notre contexte. Et le diagnostic précoce et le traitement adapté en permettent la guérison. Je vous remercie de m'avoir suivi et comme vous pouvez le voir ici, le mont Kilimandjaro, c'est l'un des sommets les plus élevés du monde et nous devons viser les sommets les plus hauts dans notre savoir médical et c'est ce que vous faites en me suivant ce matin, en me consacrant un peu de votre temps. Je vous remercie beaucoup. Je donne la parole aux organisateurs pour animer le débat. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, professeur, pour tous ces moyens mnémotechniques et également pour la qualité de la formation de ce matin. Comme vous l'avez déjà si bien annoncé, nous allons passer à la phase des questions-réponses. Je pense qu'on avait atteint tout à l'heure 80.
puisque vous avez vu le nom au départ. Merci beaucoup. Donc, nous allons passer à la phase de questions-réponses. Si vous avez des questions, des remarques, des partages d'expérience par rapport à ce cours, il suffit de lever votre main et la parole sera à vous. Il y a une main levée, donc je n'arrive pas forcément à lire le nom. C'est écrit B-N-A-H-N. Je ne sais pas si le docteur se retrouve avec une croix en violet à côté. J'arrive pas à lire le nom. Oui, Ah, Oui, effectivement. oui, bonjour excusez. docteur. Bonjour, je me nomme Vianney. Je suis étudiant en Russie en troisième année. J'ai une question par rapport à l'ulcère. J'avais appris dans le jargon et tout que souvent lorsque quelqu'un a des chagrins d'amour et tout, ça peut causer des ulcères. Donc j'aimerais savoir, est-ce que c'est réellement prouvé ou pas? D'accord. Merci beaucoup à vous, docteur. Nous allons rapidement passer la parole à docteur Moussa Senoussi. Merci de vous présenter, de poser votre question. Merci. Moi, c'est Moussa Senoussi. Je suis d'Internet depuis au Tchad, à N'Djamena. Nous remercions le professeur pour cette belle présentation. C'est une présentation très enrichissante. Bon, j'ai quelques préoccupations. Si le professeur pourrait nous un peu expliquer les tests respiratoires pour le contrôle d'éradication des HPV. Et ma deuxième préoccupation porte sur le traitement séquentiel d'éradication de H. pylori, où on est avec ce plan thérapeutique, c'est-à-dire en première intention, on met de l'amoxicilline à 5 jours, après on fait l'arrêt et puis on fait le relais par clarithromycine pendant 5 jours. Au bout de 10 jours de traitement, on continue avec l'expliquer de façon séquentielle. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Et aussi, nous voyons dans le milieu hospitalier euh, des ordonnances pour l'éradication des H. pylori. D'emblée, on met de l'amoxicilline acide clavulanique plus de fluoroquinolone. On met officiellement le levofloxacine, les deux antibiotiques en même temps. Donc, est-ce que maintenant, actuellement, c'est suffisant de mettre deux antibiotiques pour vraiment faire l'éradication des H. pylori? Merci. Merci beaucoup à vous, docteur Moussa. Je ne sais pas si je peux me permettre de poser une question aussi, professeur. J'aimerais Oui, avec savoir, plaisir. ok, généralement au cours des consultations foraines, nous recevons également des patients qui viennent pour douleur épigastrique avec qui nous orientent beaucoup plus vers un ulcère. Mais ces gens n'ont pas généralement les moyens pour se payer une endoscopie et donc ne font pas d'exploration. On se demande bien, est-ce que dans ce contexte, on peut leur mettre d'IPP? Et également, en fait, quel IPP? Parce que je pense que vous aviez dit ceux qui sont souvent utilisés, l'oméprazole, les oméprazoles. Mais quand on prend le Lansec, je pense que c'est le moins cher sur le marché, le Lansec 30 mg. Donc, on se demande, est-ce qu'en leur prescrivant cela dans leur contexte communautaire, est-ce qu'on les aide réellement? Merci. Je ne sais pas trop s'il y a d'autres mains levées. Oui, il y a deux autres mains levées. Vous voulez que je les prenne en même temps ou vous voulez répondre déjà? Oui, on peut les prendre, oui. D'accord, Après les super, deux, là, on va répondre avant de reprendre d'autres. super. Il y a quelqu'un qui a le téléphone iPhone. Oui, bonjour. 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 Ok, je suis docteur Edouard Rouya, je suis médecin généraliste, hein. Euh, Ma préoccupation concerne un peu la prise en charge donc, de l'ulcère. Ça, je voudrais être un peu pratique. Moi, dans ma pratique, je geste dans le service des urgences et quand je reçois des cas d'hémorragie digestive, je veux dire, je veux parler d'hématémèse hein, essentiellement.
Et au décours de la prise en charge, la question qu'on se pose, parce qu'avec des difficultés techniques, les patients ont un peu du mal à réaliser l'endoscopie. Soit parce que, pas parce qu'ils n'ont pas les moyens forcément, mais peut-être parce que c'est sur rendez-vous et parfois avec des rendez-vous lointains. Et donc, quand les patients voudraient sortir, alors la question qu'on se pose, c'est il faut mettre un traitement d'éradication de l'Helicobacter pylori systématiquement à la sortie ou bien se contenter d'un IPP le temps qu'il ne fasse l'endoscopie. Alors, hémorragie digestive, ça sous-entend qu'il y a forcément une ulcération. Et donc, très souvent, on met le traitement éradicateur de l'Helicobacter pylori. Là, je veux parler de la quadrithérapie concomitante, selon les molécules qui sont disponibles chez nous ici, le temps que la personne ne fasse la fibroscopie après. Et très souvent, ce n'est pas rare qu'après même, euh, en fait, la phase de traitement des 10 jours passe sans que la personne n'ait encore réalisé l'endoscopie. Et là, lorsque les gens nous reviennent, on demande maintenant le test respiratoire, l'uréase. Et quand on fait le test respiratoire maintenant, on se demande s'il faut se baser, le test peut revenir négatif pendant que le sujet continue de se plaindre. Et là, on est souvent amené à reconduire. En fait, on remet le traitement date en changeant de molécule, mais on remet une autre quadrithérapie pour encore voir l'évolution. Donc, ça fait des difficultés qui font qu'on arrive du mal à juger de l'efficacité de notre traitement réellement pendant que le patient est en train de se plaindre. Ce qui m'amène à déboucher sur une préoccupation, l'intérêt de l'antibiogramme dont vous avez parlé, puisque vous avez dit que les résistances qui ont été constatées in vitro n'ont pas forcément de répercussions in vivo. Donc, quel serait l'intérêt de faire un antibiogramme, par exemple? Dans la mesure où parfois, on a des tests respiratoires à l'urée qui sont négatifs, mais pendant ce temps, le malade continue de se plaindre des mêmes douleurs. Bon, je suis parti d'un cas où la personne a eu une hémorragie digestive. Je suppose que vraisemblablement, ce serait d'origine ulcéreuse. Donc, c'est vraiment fondamentalement ma préoccupation. Merci beaucoup, professeur. Je vous en prie, docteur. Merci beaucoup à vous, docteur. Et je vais bien vouloir vous demander si vous pourrez renommer également votre nom dans l'interface Zoom. Ça va nous permettre de mieux présenter une autre fois. Docteur Ali Moussa. Docteur Ali Moussa, vous êtes avec nous? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, docteur. Vous avez la parole. Bonjour, Bassinou. Bonjour, cher maître. Bonjour à tous. Merci vraiment pour cette bien présentation qui est riche en enseignements et vraiment riche en qualité. Donc, nous avons quelques préoccupations. Bon, préoccupations et puis c'est des trucs, on peut se dire, bon, qui sont très courants dans la vie ici en Afrique. Ici, nous utilisons, je suis le DS Ali Moussa, DS Promo ici à Ouagadougou. Ici, nous utilisons des anticoagulants à dose préventive pour les patients qui sont alités. Bon, je vois, il y a d'autres aussi qui donnent pour ceux qui ont des embolies pulmonaires. On les donne aussi des anticoagulants jusqu'à 6 mois, jusqu'aux durées déterminées. Est-ce qu'on peut donner des IPP jusqu'à fin du traitement ou bien on donne les IPP juste pour accompagner la muqueuse, après on arrête? Parce que je vois, et ce n'est pas tous les médecins, que ce soit généralistes ou autres, qui pensent que dans les anticoagulants, on donne systématiquement des IPP. Par rapport au dépistage aussi, parce que vous avez parlé d'un dépistage non invasif, dépistage de l'hélicobacter dans les selles. Je voulais savoir c'est quel examen. Est-ce que les examens sont disponibles ici chez nous? Parce qu'il y a d'autres patients qui sont très réticents par rapport à l'endoscopie. Et si vraiment l'examen du sel est très fiable, je saurais dire que bon, c'est une efficacité pour nous de demander systématiquement les examens du sel. Quels sont ces examens et puis est-ce que c'est réalisable? Par rapport aux préventions aussi, nous voyons que maintenant ici en Afrique, les gens parlent il y a jusqu'à des médecins même parlent sur les aliments
disant que non, il y a des aliments à ne pas prendre le matin, comme si tu te lèves le matin de ne pas manger la viande, ou bien le soir de ne pas manger. Je ne sais pas si cher maître a d'autres perspectives pour nous par rapport à ces aliments pour prévenir contre l'ulcère gastrique ou bien chez les patients aussi qui sont déjà sous traitement. Et si on peut savoir quels sont les aliments qu'on peut donner comme en tant que solution. Et par rapport aussi, ma dernière question aussi, nous voyons que maintenant, ces derniers temps, les gens utilisent trop de citron et de l'ail en disant que ce sont des médicaments qui permettent de lutter contre les lycobactères ou bien tout ça, je ne sais pas. Si cher maître aussi peut nous élucider par rapport à ça. Merci beaucoup. Et je m'excuse aussi pour ce long question. Je vous en prie, docteur. Merci beaucoup à vous, docteur. Avant de donner la parole au professeur, j'aimerais bien dire à tous ceux qui ont posé des questions dans la messagerie, merci de lever la main et vous aurez également la parole. À ceux qui attendent, attendez juste un peu le temps que le prof réponde déjà aux questions. Et je vais demander aux personnes qui vont suivre de bien vouloir être succinct pour qu'on gagne en temps. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup, Pascaline. Je remercie les différents intervenants qui ont prouvé ainsi leur intérêt pour ma présentation. Monsieur Vianney, qui est en 3e année en Russie, que je salue. J'espère que il se porte bien là-bas avec toutes les difficultés actuelles entre la Russie et l'Ukraine et que ces études se poursuivent bien. S'agissant du chagrin d'amour, donc ça fait partie du stress dont j'ai parlé. L'effet du stress en termes de le stress psychologique, en termes de survenue de l'ulcère, est très discuté. C'est pas vraiment prouvé à l'heure actuelle. Je l'ai expliqué, j'ai dit que peut-être à cause du stress, on peut avoir d'autres facteurs impliqués. Par exemple, le stress peut faire qu'on ait des céphalées qui motivent à prendre notamment des anti-inflammatoires, par exemple, qui peuvent ensuite favoriser la survenue d'ulcères. Mais dire seulement le stress, c'est vrai que le stress va stimuler la production d'acide chlorhydrique via le nerf vague et tout ça, mais pas au point d'induire à lui seul l'ulcère. Ça peut majorer les symptômes d'ulcère si l'ulcère existait déjà. Donc, c'est un peu ça ce qu'il faut retenir. Bien. S'agissant de la question du docteur Moussa, je crois, Sénossi, du Tchad, alors il a posé une question sur le test respiratoire. Il voulait que j'explique davantage. Je ne sais pas s'il avait suivi la présentation, mais vous aurez les diapositives. En gros, j'avais expliqué, je vais essayer de réafficher mon diaporama. Partage d'écran. Tac, partager. OK. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Voilà, je mets en diaporama. Voilà. Donc, c'est ça le test respiratoire. Ce que je n'ai pas dit et que la question me donne l'opportunité de rappeler, c'est que pour qu'il s'agisse du test respiratoire à l'urée marquée, qui est là sur la partie droite de l'écran, que du test à l'uréase, c'est des tests assez influencés par la notion de prise d'antibiotiques ou d'inhibiteurs de la pompe à protons. Donc, il y a des conditions pour que ces tests soient fiables. Il faut avoir arrêté tout antisécrétoire, notamment les inhibiteurs de la pompe à protons depuis au moins 2 semaines, et avoir arrêté tout antibiotique depuis au moins 1 mois. C'est les conditions pour que le test soit fiable. Sinon, la prise d'IPP ou d'anti-inflammatoires rend faussement négatif le test, c'est-à-dire le microbe est là, mais ça
quantité est faible et le test ne va pas permettre de le mettre en évidence et ça sera faussement négatif. Donc, ces conditions sont absolument à respecter avant d'avoir recours à ces tests. Et je disais, pour le test respiratoire à l'urée marquée, le plus utilisé, c'est l'urée marquée au carbone 13 qui a une sensibilité plus élevée, hein, de près de 90% pour la mise en évidence de l'Helicobacter pylori. Et je disais qu'on va faire ingérer une gélule contenant de l'urée marquée au sujet. Et une fois que le sujet a ingéré cette gélule, s'il y a l'Helicobacter pylori dans son estomac, l'urée sera transformée pour produire du CO2 notamment, lequel CO2 va être ensuite expiré et on va pouvoir, en faisant souffler le sujet dans un ballon, recueillir cet air expiré dans lequel on aura le CO2 avec le carbone marqué. Et on pourra identifier dans l'analyse de cet air expiré la présence du carbone marqué au carbone 13. Carbone 13. Et comme ça, on va dire que le test est positif. En fait, le principe, c'est que comme l'Helicobacter pylori dispose de l'uréase qui lui permet de transformer l'urée en ammonium et en bicarbonate. On va utiliser ce principe-là pour le mettre en évidence. Voilà pour les explications concernant le test respiratoire. J'espère que c'est assez clair pour le docteur Moussa. Et il faut absolument respecter donc les conditions. Pas d'IPP depuis au moins 2 semaines et pas d'antibiotiques depuis au moins 1 mois. S'agissant du traitement séquentiel, effectivement, c'est un protocole qu'on avait utilisé en temps, hein, on l'avait prescrit, mais il donne de moins bons taux d'éradication. Hein. Actuellement, pour dire qu'un traitement d'éradication est efficace, on vise un taux d'éradication autour de 90%. Tant que vous n'avez pas cette proportion-là de 90%, vous n'avez pas un bon protocole. Et le traitement séquentiel n'atteint pas actuellement son évaluation, c'est plutôt dans les 70-80%, donc ça n'atteint pas les 90% d'efficacité. C'est pour ça qu'il a été abandonné, hein, le traitement séquentiel. Maintenant, c'est la quadrithérapie concomitante ou la quadrithérapie busmitée qui sont indiquées en première intention dans l'éradication. Quant à l'association, une trithérapie à base d'amoxicilline plus acide clavulanique et lévofloxacine, bon, c'est pas quelque chose à utiliser en première intention. D'abord, l'acide clavulanique n'a aucune utilité dans l'éradication d'Helicobacter pylori. Le donner à un malade, c'est lui donner des effets secondaires sans avoir d'efficacité sur l'Helicobacter pylori. C'est l'amoxicilline seule qui est utile contre l'Helicobacter pylori. Et donc, il faut plutôt prescrire les molécules à base d'amoxicilline seule et non association amoxicilline acide clavulanique. Et le lévofloxacine n'est utilisé souvent que dans les traitements de troisième intention, hein, éradication en troisième intention. Pascaline a posé la question, douleur épigastrique qui oriente vers ulcère, il n'y a pas de moyen pour faire l'endoscopie. Est-ce qu'on peut donner l'IPP? Oui, c'est vrai que bon, nous exerçons dans des milieux particuliers où tout n'est pas disponible. Et c'est pas pour ça que nous n'allons pas soigner les malades. Hein. Nous avons obligation de les soigner. Et donc, vous ne faites pas du tout mal en prescrivant un IPP si vous suspectez fortement chez ces patients-là une maladie ulcéreuse et qui n'ont aucun moyen pour avoir accès à l'endoscopie. Oui, pourquoi pas, il faut donner un IPP. J'ai donné les IPP les plus efficaces, mais ça ne veut pas dire que les autres IPP ne marchent pas. Hein. Non, pas du tout. Ça marche aussi, peut-être pas de façon aussi optimale que les autres dont j'ai parlé. Donc, donner du lansoprazole, donc le Lansec à la dose de 30 mg par jour, c'est une très bonne chose. L'autre chose que je vais vous dire, c'est quand vous donnez l'IPP, la meilleure manière de le donner, c'est de le faire prendre à jeun, c'est-à-dire 30 minutes à 1 heure avant un repas. Si c'est une fois par jour que vous le donnez, c'est le matin, avant le petit déjeuner, c'est plus efficace parce que l'objectif, c'est de bloquer les pompes à protons. Or, quand vous donnez, vous mangez, le malade mange, les pompes à protons sont exprimées
et vous ne pouvez plus les bloquer. C'est trop tard, c'est médecin après la mort. Et donc, vous êtes moins efficace. C'est pour ça on recommande plutôt de donner les IPP à jeun pour que vous ayez une efficacité la plus optimale possible. Donc, oui, vous pouvez donner du lancer pour soigner l'ulcère. Et si en définitive, vous donnez pendant 2 mois le traitement et que malgré ça, le malade récidive, ou même d'emblée, vous pouvez prescrire une éradication probabiliste d'Helicobacter pylori par une quadrithérapie concomitante si le malade n'a vraiment pas les moyens de s'offrir une endoscopie et des tests pour la mise en évidence de l'Helicobacter pylori. Bien sûr, il faut les soigner de manière probabiliste. Euh, nous avons obligation de soigner les gens, même s'ils n'ont pas les moyens. Donc, aucun souci par rapport à ça. Mais la présentation que j'ai faite, c'est de la manière la plus optimale quand on est à Cotonou, quand on est devant des gens qui ont les moyens, qui peuvent s'offrir. Il faut faire comme j'ai dit. Le docteur Edouard a parlé de ce qu'il faut faire en pratique chez les malades qui viennent aux urgences pour hémorragie digestive et qui n'arrivent pas à faire l'endoscopie. Bon, il faut, devant ces malades, vous savez que l'hémorragie digestive haute, la première cause, c'est vrai, c'est la maladie ulcéreuse, mais ça peut être une rupture de varices œsophagienne. Donc, il faut faire preuve de sens clinique pour faire la part des choses entre une hémorragie digestive de cause ulcéreuse probable et une hémorragie digestive par rupture probable de varices œsophagiennes. Vous allez suspecter une rupture de varices œsophagiennes si le sujet présente des signes d'hypertension portale, par exemple des circulations veineuses collatérales, il a un gros foie, il a par ailleurs dans certains cas, il peut avoir déjà une acide. Dans ces cas, vous allez pouvoir discuter plutôt. Et dans ce cas, lorsqu'il y a une hypertension portale, aller à l'éradication d'Helicobacter pylori, tout ça, ça ne servirait pas à grand-chose. Donc, si votre raisonnement clinique vous amène à penser que cette hémorragie digestive est vraiment de cause ulcéreuse, est-ce que vous prescrivez l'IPP seul ou d'emblée l'éradication? Si vraiment le malade ne peut pas faire l'endoscopie et vous le revoyez, là, vous pouvez donner une éradication systématique d'Helicobacter pylori en choisissant entre la quadrithérapie concomitante qui est disponible ordinairement chez nous et en deuxième intention, la quadrithérapie busmutée qui, elle, coûte plus cher. Mais il faut avoir fait un raisonnement clinique et soigner le malade sur la base des données cliniques, bien sûr. Vous disiez que souvent vous revoyez les malades et ils ont toujours des symptômes. Je ne sais pas quel type de symptômes, est-ce que c'est toujours la douleur ou pas. Et vous faites maintenant un test respiratoire. Et c'est là, je veux vous faire comprendre. J'ai perçu là, par là que vous prescrivez mal le test respiratoire, en fait. C'est vrai qu'on dispose du test respiratoire au carbone 14 au Bénin et donc ça peut servir, mais chez un malade à qui vous avez prescrit une éradication ou qui est sous IPP, si vous prescrivez le test respiratoire, ça sera négatif, bien que la maladie ne soit pas guérie, puisque je vous ai dit, il faut respecter, avoir arrêté tout IPP depuis au moins 2 semaines et tout antibiotique depuis au moins 1 mois pour mettre en évidence l'Helicobacter pylori par le test respiratoire. Donc, voilà, je pense que c'est ce qu'il faut voir. Maintenant, si malgré tout le traitement efficace, le traitement optimal, le malade a toujours des symptômes, il faut se poser la question, est-ce que c'est vraiment un ulcère ou est-ce que c'est pas une autre maladie qu'il a et l'orienter vers le spécialiste pour qu'il fasse le nécessaire. D'ailleurs, ça m'étonne un peu que vous, aux urgences, vous les revoyez. Normalement, une fois que vous avez passé l'urgence, il faut les orienter en gastro-entérologie
pour qu'ils soient suivis parce que c'est pas aux urgences que vous avez à les revoir pour prescrire des tests respiratoires et tout ça. Donc, ça me paraissait un peu bizarre. Ensuite, le docteur Ali Moussa, pneumologue de DES de pneumo au Burkina. Merci de nous avoir suivis, bien que vous soyez pneumologue. C'est intéressant que vous ayez pris votre temps quand même pour nous écouter. Est-ce qu'il faut donner un IPP lorsqu'on prescrit un anticoagulant à dose préventive? Non. Non, ça n'a aucune utilité. De même qu'un anticoagulant à dose curative, non. Sauf si, en même temps, le malade a besoin de prendre un anti-inflammatoire non stéroïdien. C'est l'association des deux qui nécessite qu'on fasse la prévention. Dépistage d'Helicobacter pylori dans les selles. Oui, un des moyens de rechercher l'Helicobacter pylori, c'est de rechercher les antigènes d'Helicobacter pylori dans les selles. Et on utilise des bandelettes qui ne coûtent pas très cher hein, pour faire cette recherche. Donc, certains laboratoires, des fois, acquièrent ces bandelettes. Je sais par exemple à la clinique pédiatrique d'Apapa, comme chez les enfants, c'est pratique, ils le font cette recherche dans les selles. Voilà. Est-ce qu'il y a des aliments à éviter pour prévenir l'ulcère? L'intérêt des conseils alimentaires ici n'est pas vraiment utile. Hein, c'est traiter l'ulcère avec les IPP, éradication des mucoses, et ça cicatrise et puis c'est tout. C'est dans les reflux gastro-œsophagiens que les conseils alimentaires peuvent être utiles pour prévenir les récidives et tout. C'est ce que je vous disais. Est-ce que utiliser le citron, l'ail peut permettre de guérir de l'Helicobacter pylori? Non, il n'y a pas de preuve pour ça. Voilà, j'ai répondu aux questions, à la première série des questions. On va passer à la deuxième série à présent. Merci beaucoup, professeur. Comme vous l'avez si bien dit, on va passer à la deuxième série et nous allons commencer par le docteur Bruno Aolupe. J'espère que j'ai bien prononcé. Merci de vous présenter. Ok, Aolupe. Ouais. Autant pour moi. Merci de vous présenter et de poser votre question. Bonjour, docteur. Professeur, merci pour votre présentation. Juste deux questions qui sont un peu des variantes des questions du docteur Moussa de tout à l'heure. La première, c'est sur la consommation des boissons alcalines qui sont aujourd'hui de plus en plus dans les habitudes. Est-ce que nous avons des évidences en termes d'effets préventifs? Ça, c'est la prévention, pas pour le traitement. Est-ce qu'il y a des évidences sur leur effet en termes de prévention de la maladie ulcéreuse? Et la deuxième question, c'est un peu l'endoscopie, ce test standard pour faire le diagnostic, mais qui est désagréable. Parfois, le problème n'est pas les moyens pour pouvoir faire le test, mais son caractère désagréable. Est-ce que des travaux sont en cours ou des techniques pour rendre ce test moins pénible afin que la compliance soit là et que toute personne qui désire le faire puisse le faire de façon aisée? Merci. Merci beaucoup, Bruno. Le docteur Aolupe Bruno, c'est vraiment un ami, on est de la même promotion. Il est actuellement à Dakar, si je ne me trompe pas, c'est à l'UNICEF, c'est ça? Oui, je confirme. Voilà, voilà. Donc, Bruno, c'est un vrai ami. Merci de m'avoir suivi. Merci beaucoup. Merci à vous, docteur Bruno. On va continuer avec le docteur Poku. Je pense que cette fois-ci, c'est la Côte d'Ivoire. Oui, c'est bien ça. Bonjour Pascaline, Bonjour. bonjour professeur. Je Bonjour, suis docteur. docteur Poku, je suis médecin généraliste, résident en Côte d'Ivoire. Désolé, je me suis vraiment trompé d'heure, donc j'ai pas pu suivre la présentation. Ma question est un peu plus pratique.
J'aimerais savoir, généralement aux urgences, on reçoit très souvent des patients pour des crises d'ulcères. Et très souvent, dans l'interrogatoire, on se rend compte qu'il y a évidemment des épigastralgies. Donc, nous, on a un protocole. J'aimerais savoir si mon protocole, il est adapté ou est-ce que je devrais l'améliorer. Je fais très souvent du sérum salé isotonique associé à 2 ampoules de Spasfon que je fais passer en IVD. Je fais également des ampoules 3 cc de Novalgin. Je mets un antiacide généralement en sachet par voie orale et de l'inexium à 40 mg en IVD. J'aimerais savoir si le professeur a d'autres recommandations. Est-ce que ma prise en charge est appropriée pour la prise en charge de la crise d'ulcère? Également, pour le relais, donc à la sortie de mon patient, est-ce que le professeur a des recommandations à me faire concernant les IPP? Merci. Merci Merci à vous, beaucoup. professeur. Nous allons passer la parole juste après vous à docteur Cuisera. J'espère que j'ai bien dit. Julie Cuisera. Oui, merci beaucoup. Oh, si c'est pensé vraiment, je vais faire une réponse. J'ai j'ai quelques questions. Ma première question est suivante. Je ne sais pas si Oh, c'est moi, c'est mais pensé. j'ai du mal à bien vous Moi non plus, entendre. je Oui. reçois pas bien. Allô, je peux continuer. Oui, si vous pouvez recommencer parce qu'on ne vous a pas vraiment entendu depuis le début. Bon, je disais que j'ai pas eu la chance de suivre l'exposé, tout l'exposé de la je suis en train d'afficher. Moi, j'ai quelques questions. Ma première question est suivante. Bon, si quelqu'un il a une allergie au pénicilline, donc comment on va faire pour faire l'éradication? C'est ma première question. Et puis, ma deuxième Allergie à question, quoi, Allergie est-ce à que docteur? quoi? Allergie à quoi? donc, si le patient a une allergie au Ok, pénicilline, d'accord. Au pénicilline, d'accord, d'accord. Votre première qu'est-ce qu'on va question, faire oui. pour qu'est-ce qu'on va faire pour L'éradication. l'éradication de bactéries? Et puis, OK. ma deuxième question, est-ce qu'il y a-t-il la l'apprendre de la chirurgie de la prise en charge des ségrégations qui sont récipientes? Et puis, votre question est la suivante. Bon, je ne sais pas s'il a répondu ça. Bon, souvent, on dit que la prise des IPP, c'est un repas dépendant. C'est pour qu'il y ait activation de la pompe à protons, ça veut dire qu'il va y avoir une élection qui va activer cette pompe, qui est l'activation des IOH+. J'aimerais Je exactement vous quand est-ce ressens que... vraiment pas. Allô? Oui? C'est vrai que j'ai du mal également. La deuxième question, j'ai juste entendu chirurgie, mais en vrai, j'ai pas Oh, entendu la question. ma deuxième question, c'était donc, quelle est l'approche de la chirurgie dans la prise en charge des sélections qui sont récidivantes? Est-ce qu'il y a-t-il l'approche de la chirurgie? Ok, Vous avez d'accord. entendu? La première question est Allô? de savoir les personnes qui sont allergiques à la pénicilline, comment faire Mhm. dans le cas de l'éradication de l'Hélicobacter pylori. La Oui. deuxième question est de savoir quelle est la place de la chirurgie dans La les chirurgie. ulcères gastro-duodénaux Vas-y. récidivantes. Oui. Je pense La que c'est ça. troisième, d'accord, la troisième question, c'est la suivante. Au fait, j'ai pas bien entendu. Euh, Comme on dit que la prise des IPP, c'est un repas dépendant. Pour qu'il y ait l'activation de la pompe à protons, puis qu'il y ait la libération des IOH+. J'aimerais Mhm. savoir exactement. Quand on va donner les IPP au patient, on va lui dire il va prendre à quelle heure avant le repas ou après le repas. Ça dit, j'aimerais qu'il Ok, va nous préciser quand est-ce qu'il va prendre les IPP. C'est ça OK. ma troisième question. OK. d'accord. Euh, Merci beaucoup, docteur. Et vous nous venez d'où? Moi, je viens de, je suis ici au Bénin, je suis aspirant en décès. D'accord, d'accord. Mais merci pour votre question. Professeur, est-ce que vous aimeriez répondre directement aux questions dans Oui. la messagerie? Répondre? Je peux les lire hein, pour vous. D'accord. OK. La première question, de toutes les thérapies d'éradication de l'Hélicobacter pylori, entre parenthèses, trithérapie, quadrithérapie, laquelle conseillerez-vous et qui aurait fait ses preuves sur nos cieux? Je pense que c'est sous nos cieux.
Et la première Mhm, question, donc, de mhm, trithérapie ou quadrithérapie, qu'est-ce que vous aurez proposé et qui marche vraiment, mhm, qui a fait ses preuves? Deuxième oui, question, on constate qu'il n'y a pas d'humanité dans l'horaire de la prise des IPP en fonction du pic de sécrétion de l'acide chlorhydrique. Pour certains le pas, matin, pas pour d'autres le d'humanité, soir, hein, pas d'unanimité. Mhm, d'unanimité. oui, Ouais. oui, mhm, Dans l'horaire de la prise en charge des IPP en fonction du pic de sécrétion de l'acide chlorhydrique. Pour certains mhm, le matin et pour d'autres le soir. Quel serait votre avis, s'il vous plaît? mhm, Troisième question. En cas de crise d'ulcère gastro-duodénal, quelle est la prise en charge immédiate pour soulager le patient? mhm. Je pense. Je voudrais savoir, en parlant des facteurs génétiques, quelle serait la physiopathologie avec le groupe O positif et les ulcères gastriques? Quel IPP préféré sous nos cieux pour une meilleure efficacité entre le méprazole, rabéprazole, l'anzoprazole? Les tests respiratoires au carbone 13 est-il disponible chez nous au Bénin? Devant une hémorragie digestive, il faut faire un interrogatoire très minutieux. L'hémorragie digestive a plusieurs étiologies et n'est donc pas un signe pathognomonique de l'ulcère gastro-duodénal. Je pense que c'était un avis. Mhm. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. OK, d'accord. Donc, je vais répondre rapidement. Euh, merci, Pascaline. La question de mon ami Bruno, euh, les consommations de boissons alcalines, est-ce qu'il y a d'évidence pour la prévention des ulcères? J'avoue que je n'ai pas fait de recherche spécialement sur cette question, euh, mais mon avis personnel, c'est que euh, la prise de boissons alcalines pourrait soulager les symptômes chez la personne qui a l'ulcère ou qui est prédisposée à l'ulcère, puisque ça va alcaliniser l'acidité gastrique et diminuer les symptômes. Mais ça ne peut pas prévenir l'ulcère tant que les causes d'ulcère existent. Par exemple, chez une personne qui est infectée par l'Helicobacter pylori, dont l'éradication n'a pas été faite, ou qui prend des anti-inflammatoires non stéroïdiens, même s'il consomme des boissons alcalines, il fera l'ulcère, juste qu'il aura moins de symptômes de douleur, de brûlure, que quelqu'un qui ne prend pas des boissons alcalines. C'est un peu comme la prise d'antiacides, par exemple. C'est l'avis que je peux donner, mais il faut effectivement faire la recherche bibliographique pour voir s'il y a un intérêt. Mais à ma connaissance, je n'ai jamais vu que ça pourrait servir à prévenir les ulcères. L'endoscopie est effectivement un examen désagréable, très redouté par nos patients. Avant que les patients viennent nous voir, ils ont déjà appris dans l'entourage que cet examen-là, c'est mortel et ils le redoutent véritablement, effectivement. Euh, En fait, l'endoscopie œsogastro-duodénale, c'est en lui-même, c'est pas en elle-même, c'est pas un examen qui fait tellement mal, mais ça donne véritablement des envies de vomir. Un peu comme quand vous mettez la brosse à dents au fond de la gorge, ça réveille le réflexe nauséeux qui est très important. Et donc, souvent, on donne des gels anesthésiants locaux pour diminuer le désagrément. Mais chez les patients très peureux, ça ne suffit pas et ils sont très agités. Le moyen qu'on utilise pour gérer ces patients euh, euh, qui redoutent beaucoup l'examen, c'est de leur faire une sédation, une anesthésie générale. Et c'est disponible actuellement au CNHU. J'avoue que depuis la fusion, depuis que le CNHU, le temps des eaux a fusionné, ça nous a facilité la disponibilité
des anesthésistes, parce que là, on a une équipe d'anesthésistes disponible pour nous endormir les malades, ce qui n'était pas le cas quand on était de l'autre côté du CNHU, parce que il fallait attendre qu'ils finissent au bloc et c'était pas toujours facile. Donc, il y a cette possibilité d'endormir les malades, leur faire une sédation, souvent c'est à base du propofol, et là, l'examen se passe excellemment bien. À la fin, ils sont prêts à reprendre l'examen quand on leur fait la sédation. Outre cette possibilité de faire la sédation, l'autre possibilité disponible, c'est dans les pays développés maintenant, ils ont essayé, il y a un gaz, le méopa, c'est un mélange de protoxyde d'azote et d'oxygène qu'on met aux malades pour diminuer le désagrément. Son intérêt n'a pas été tellement prouvé dans de larges cohortes, de sorte que même en Europe, actuellement, ils préfèrent plutôt faire une sédation complète, faire une anesthésie générale, plutôt que d'utiliser ce gaz-là. Un moyen en développement dont l'intérêt reste à préciser, c'est d'utiliser une vidéocapsule endoscopique. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser l'appareil là, l'endoscope qu'on enfonce au malade, on lui fait avaler une capsule qui est à la taille d'une grosse gélule. Et cette capsule, ensuite, il a un boîtier qu'il a autour de la taille et la capsule envoie capte les images le long du tractus digestif et envoie ça au boîtier. Et après, on sort, on met dans un ordinateur et on lit ce qu'il y a sur le boîtier. Ça permet d'identifier les lésions. Cette vidéocapsule a été initialement développée pour l'exploration de l'intestin grêle parce que les endoscopes habituels ne nous permettent pas d'atteindre tout l'intestin grêle et donc cette vidéocapsule permet l'exploration. Donc, on pourrait l'utiliser, cette vidéocapsule, pour identifier les ulcères, les lésions de l'œsophage et de l'estomac aussi. Sauf que, bon, pour le moment, vous voyez, la vidéocapsule, ça peut louper des lésions, puisque quand vous l'avalez, ça ne va pas tourner dans tous les sens pour regarder tous les coins et recoins de l'estomac. Donc, ça descend et son angle de vision, ça va prendre certaines lésions. Donc, l'intérêt, son efficacité reste à prouver. En plus, s'il y a une lésion qui nécessite de biopsie, dans un deuxième temps, il faut retourner faire une endoscopie pour aller prélever. Donc, ce qui fait que, bon, il n'y a pas trop pour l'instant d'utilité à utiliser cette vidéocapsule endoscopique pour le diagnostic des ulcères. Voilà ce que je peux dire par rapport. Et ça a aussi un coût d'ailleurs, hein, parce que c'est des capsules à usage unique et ça coûte. Donc, ce n'est pas d'ailleurs disponible pour le moment au Bénin. Donc, en définitive, pour diminuer le désagrément de l'endoscopie, c'est surtout la sédation qu'on va utiliser. Docteur Pocour a parlé de comment gérer les crises d'ulcères aux urgences. Oui, il a son protocole. Oui, c'est vrai que dans les formes hyperalgiques, l'objectif, c'est de pouvoir soulager le malade. Et là, on a recours à tout antalgique qui puisse véritablement soulager le malade. Mais je constate là que vous avez beaucoup de produits à la fois un antispasmodique, un antalgique, un IPP et un antiacide. La question, est-ce que c'est tous les malades ont forcément besoin de tous ces médicaments? En fait, ce qu'il faut, c'est aller progressivement. Si juste avec l'IPP et l'antispasmodique, votre malade est soulagé, vous n'avez pas besoin de lui faire d'emblée du Novalgin parce que cette attitude systématique en sachant que ces médicaments ont aussi des effets secondaires, peut être un peu plus abusif. Si on suspecte un ulcère, ce qui est très utile, c'est l'IPP et l'antiacide pour soulager le malade. On peut éventuellement ajouter, si ça ne suffit pas, pour avoir un effet rapide, un antalgique, hein,
qui peut être du paracétamol ou un antispasmodique sous forme de spasfon. Voilà. Euh, donc, c'est ce que je peux vous dire. Donc, ne pas administrer tout ça systématiquement à tout malade, ça paraît un peu trop lourd, à mon avis. Et le relais chez un malade qui a une suspicion d'ulcère, ce qui est important, c'est l'IPP et l'antiacide que vous pouvez lui poursuivre en attendant de faire l'endoscopie. Docteur Cuisera a parlé que faire en cas d'allergie à la pénicilline. J'en avais parlé dans ma présentation et d'ailleurs, vous aurez la présentation où j'ai détaillé comment faire dans chaque cas, les protocoles en première intention. Vous aurez tout ça dans ma présentation sans problème. Mais ce que je peux dire en pratique, si vous avez une allergie à la pénicilline, donc, la quadrithérapie concomitante telle que je l'avais montré contient de l'amoxicilline. Vous ne pouvez pas l'utiliser. Si le malade a la possibilité d'acheter le Pilera, c'est plutôt la quadrithérapie bismuthée qu'il faut donner alors en première intention. Mais si vous n'en disposez pas, ce que vous pouvez faire, c'est de remplacer l'amoxicilline par de la lévofloxacine dans le protocole de quadrithérapie concomitante. Que faire? La place de la chirurgie dans les ulcères récidivants. J'avoue que avant, on opérait beaucoup les ulcères, euh, mais depuis qu'on a découvert d'abord les IPP, mais surtout l'infection par Helicobacter pylori, avant, on ne connaissait pas l'infection par Helicobacter pylori et les ulcères récidivaient, se compliquaient, ce qui fait que l'ulcère était pratiquement considéré comme une maladie chirurgicale. Et les chirurgiens en opéraient beaucoup, mais de nos jours, il y a moins de récidives, moins de résistance au traitement et les ulcères guérissent. Donc, la place de la chirurgie est très, très limitée au point où un chirurgien parisien qui opérait beaucoup les ulcères a dit Helicobacter pylori m'a tué parce que depuis qu'on a découvert l'Helicobacter pylori, son activité chirurgicale a vraiment diminué. Et, voilà. Donc, la place reste marginale et sauf dans les formes compliquées où on peut avoir recours à la chirurgie. Sinon, avec les IPP, le traitement de la cause, on arrive à guérir la plupart des malades. Et il faut savoir éliminer les causes d'ulcères récidivants telles que le Zollinger-Ellison. Il ne faut pas envoyer un malade qui a un Zollinger-Ellison en chirurgie pour soigner l'ulcère, alors que c'est une maladie tumorale qui est à la cause. Donc, il faut rechercher s'il n'y a pas un facteur favorisant la récidive d'ulcère et le traiter. Et ça, je l'ai montré dans ma présentation. Vous pourrez la voir comme vous n'aviez pas suivi. Et les IPP, effectivement, je l'avais dit aussi, hein, le meilleur moment, c'est avant les repas, à jeun, qu'on doit donner les IPP pour plus d'efficacité. Toutefois, lorsqu'on veut, dans la phase d'éradication d'Helicobacter pylori, comme l'IPP est associé à des antibiotiques, on conseille de tout prendre après les repas pour une meilleure tolérance. Hein. Donc, juste pour la phase d'éradication des Helicobacter pylori, on prend tous les 4 médicaments ensemble après les repas. Mais si on doit poursuivre ensuite l'IPP seul, le meilleur moyen, c'est le meilleur moment, c'est de le donner à jeun le matin, 30 minutes au moins avant les repas. Alors, quelle thérapie conseiller actuellement compte tenu du fait qu'il semble que nous soyons dans une zone de forte résistance à la clarithromycine, il faut utiliser la quadrithérapie, plutôt pas une trithérapie. La trithérapie est peu efficace. Il faut plutôt recourir à des quadrithérapies, soit concomitantes ou bismutées en première intention. Mais pas une trithérapie si on n'a pas fait des biopsies avec culture pour vérifier la sensibilité aux antibiotiques d'abord avant d'utiliser. C'est seulement si on a pu voir que c'est sensible à tel et tel antibiotique qu'on peut avoir recours à des trithérapies. Il n'y a pas d'unanimité sur les oreilles, ça j'ai répondu. La crise d'ulcère, j'ai déjà aussi répondu. Bon, physiopathologie du groupe sanguin, on ne sait pas trop. Il semblerait que pour le groupe O, chez les gens du groupe O, la toxicité
de l'Helicobacter pylori serait plus important, hein. Les marqueurs de virulence auraient plus d'effet, hein, notamment ce qu'on appelle CAG-A ou VAC-A chez l'Helicobacter pylori, aurait plus de toxicité chez les sujets du groupe sanguin O, ce qui pourrait faire qu'ils fassent un peu plus d'ulcères. Mais bon, tout ça reste à mieux élucider. Le test respiratoire est-il disponible? Pas le test respiratoire au carbone 13, mais celui au carbone 14 qui est un peu moins cher, mais un peu moins sensible, est disponible au Bénin dans une clinique privée. Hémorragie digestive pas pathomyomonique de d'ulcère, ça on l'avait dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, professeur, pour ces éclaircissements. Je ne sais pas s'il y a d'autres préoccupations qui n'ont pas encore été prises en compte. S'il n'y en a plus, professeur, je vais vous laisser la parole pour votre mot de fin avant d'annoncer le prochain webinaire et la procédure d'obtention de l'attestation de jour. Apparemment, il y a une question. Oui, le docteur qui a levé la main. Bon, ce n'est pas une question, mais j'avais demandé quelque chose qui n'a pas trouvé de réponse. Je ne sais pas si ça a échappé au professeur. Oui, on vous écoute. J'avais demandé l'intérêt de la réalisation d'un antibiogramme si l'antibiorésistance qui a été constatée in vitro n'avait pas d'implication in vivo. Ah oui, oui, oui. L'antibiogramme, c'est utile pour la clarithromycine, hein, et pour le lévofloxacine, parce que c'est dans ces cas-là, si c'est résistant, il ne faut pas les utiliser, hein. De sorte que l'antibiogramme, comment dit-on, la culture, c'est surtout pour ces antibiotiques-là, lévofloxacine et la clarithromycine pour vérifier leur résistance. En général, il n'y a pas d'utilité à rechercher la résistance à l'amoxicilline et au métronidazole. Parce qu'effectivement, comme ça n'a pas d'influence sur le choix du traitement. Tout à fait. Merci beaucoup. Lévofloxacine et clarithromycine, oui. Lorsque le niveau de résistance, on est dans un niveau de résistance supérieur à 15% et tout, il vaut mieux ne pas les utiliser. Donc, quand il y a une résistance à ces produits-là, il ne faut pas les utiliser dans le protocole. Merci. Merci beaucoup, professeur. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais bien vouloir demander à Rosario, mon collègue, d'envoyer dans la messagerie la procédure d'obtention de l'attestation de ce jour. Et vous savez déjà, il suffit d'aller sur notre interface Rema Learning et vous aurez accès à tout ce qu'on a déjà fait comme webinaire jusque-là, à l'enregistrement, à la documentation, mais également à la possibilité d'obtenir votre attestation. Donc, je vais laisser le professeur conclure et je vais annoncer juste après le prochain webinaire de formation. Merci. OK. Merci beaucoup, Pascaline. Je remercie tous les participants qui ont un peu sacrifié de la matinée de samedi pour m'écouter. J'ai vraiment pris du plaisir à animer cette formation médicale continue. J'encourage vivement Réma à poursuivre dans cette lancée parce que on a besoin de formation médicale continue. Les connaissances médicales évoluent et il faut chaque fois les actualiser. Et ce webinaire, ce genre de webinaire, il participe vivement et je vous encourage à poursuivre cela. Je remercie donc les organisateurs et tous les participants. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci beaucoup à vous, professeur, pour avoir accepté également de sacrifier votre matinée pour nous. Merci infiniment. Et c'est toujours un plaisir pour nous de vous avoir. Je profite pour annoncer le prochain atelier de formation qui sera sur le polytraumatisme. Ce cours sera animé par un enseignant qui nous vient du Burkina et qui est anesthésiste et animateur. Donc, j'espère que vous serez nombreux le 18 novembre
à 9h GMT pour cette formation. Je vous souhaite un très bon week-end. Prenez bien soin de vous et on se dit à très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Bye bye tout le monde.